La Nouvelle-Zélande ne devait être qu'une escale sur un voyage qui me menait en Polynésie. La perspective d'un si long voyage m'incita à faire une halte sur le trajet. Je choisis donc la Nouvelle-Zélande dont j'ignorais tout. En me documentant un peu, j'ai découvert que les traditions de la population autochtone, les Maoris, étaient en pleine résurgence. Disposant de quelques jours devant moi, pourquoi ne pas en profiter pour essayer de partir à leur rencontre? Et me voici à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Mon ignorance concernant les Maoris, et globalement sur l'histoire de la Nouvelle-Zélande, me pousse à visiter musées et bibliothèques afin de me documenter. L'histoire de la colonisation britannique y est omniprésente. Une histoire dont le point d'orgue fut la signature d'un traité entre les Maoris et les Britanniques. Le traité de Waitangi, qui date de 1840. Ce dernier est bref. Il n'est composé que de 3 articles, mais il est essentiel pour se rendre compte du choc de civilisation qui se joua à ce moment précis. En voici un résumé. Le premier article fait reconnaître la souveraineté de la couronne britannique sur la Nouvelle-Zélande. Le second article garantit aux chefs et tribus maoris le droit de conserver la propriété de leurs terres et de leurs possessions, avec un droit de préemption en faveur de la couronne s'ils désirent vendre. Le troisième article garantit l'égalité des droits entre Maoris et sujets britanniques. Ce résumé est sans doute imparfait, et sa traduction imprécise. Mais la traduction en tereo, la langue maori, a été bien plus problématique, car les mots souveraineté et propriété n'y existent tout simplement pas. Ces problèmes de traduction vont générer bien des conflits. I trust that I have made it plain that the government of Her Majesty the Queen shall alone have the right and the power to buy land from now the owners. Furthermore, this treaty shall in no way Après la signature du restrict traité, religious liberty. les colons affluent. De nombreuses transactions de vente de terres sont alors enregistrées. Mais les Maoris ne voient pas en ces ventes une perte du droit d'utiliser leurs terres. Ils considèrent que la terre ne peut appartenir à personne, et que la somme d'argent qu'ils reçoivent lorsque les colons s'installent n'est que le départ d'une relation de présent mutuel comme le veut leur coutume. Ils acceptent que les Britanniques viennent grossir leur rang et faire partie de leur communauté, mais ils ne s'imaginent pas qu'ils viennent de perdre tout contrôle sur leurs terres. Quand ils réaliseront ce qui se joue vraiment, des guerres éclateront. Alors que je regarde ces images des années 40, reconstituant ces événements à la façon d'une propagande, je m'interroge sur la notion de propriété des terres, qui est le point central de cette colonisation, mais également celui de notre économie occidentale. Chez les Maoris, les terres étaient gérées en commun, selon un principe de droit d'usage, au niveau de la tribu. Pas de propriété, et encore moins de propriété individuelle. Quelle vision du monde les Maoris peuvent-ils avoir pour ne pas avoir de notion de propriété individuelle? Mais alors que je suis plongé dans ces réflexions, c'est dans les actualités récentes qu'un sujet va attirer mon attention. Il vient d'être donné au fleuve Wanganui une personnalité juridique au regard de la loi néo-zélandaise, au terme de longues négociations avec les Maoris. Il dispose alors des mêmes droits qu'un être humain. Mr. Speaker, today is a very historic day for Wanganui iwi, for all iwi who look to the river, for the people and the communities of the great region of Wanganui, and indeed for our country. And it's appropriate I start off by welcoming the people of Wanganui who are here to mark the passage of this significant piece of legislation. De multiples questions se posent à moi. Un fleuve peut-il avoir les mêmes droits qu'une personne?
Quel rôle les Maoris ont-ils eu dans cette surprenante décision de justice? Je télécharge l'article de loi. Il est long de 89 pages. Cela paraît complexe. Le fleuve prend le nom légal de Te Awa Tupua, le nom maori du fleuve. Pourquoi ne pas avoir gardé le nom de Wanganui? Une association nommée Tepu Tupua est créée dans le but d'être, je cite, « la face humaine de Te Awa Tupua, le fleuve donc, et d'agir en son nom ». Sa principale fonction est de parler pour et en faveur du fleuve, de promouvoir et de protéger la santé et le bien-être du fleuve. Qu'est-ce que le bien-être d'un fleuve? Cette association est composée de 2 personnes, les gardiens du fleuve, nommés l'une par la tribu qui vit sur ses berges, l'autre par la couronne britannique, c'est-à-dire par le gouvernement. Cela mérite quelques éclaircissements. Heureusement, l'ancien ministre en charge des affaires maoris, Chris Finlayson, accepte de me recevoir au Parlement pour me faire la genèse de cette décision. One of the most interesting aspects of the negotiation grew out of the world view of the Maori who live along the river. And their view is, I am the river and the river is me. Now, for an Anglo-Saxon lawyer like me, when I first heard that, I said, this is rather strange. I have a great deal of difficulty understanding this. And the role of the negotiators and the role of me as minister was to try and get beyond my own preconceptions and see the issue through Maori eyes. Basically, what they were saying is, I am inextricably linked with this river. The river is as much part of me as I am of the river, and the river gives me my food, gives me my recreation, gives me my sustenance, all those sorts of things. And so it's impossible for me, as a Maori, to talk about me as the individual and the river as something else. So that's what we needed to work through and try and get away also from any idea of Crown ownership of the riverbed or matters like that. And so it required us to think of new models, new ways of thinking, and to design an agreement around those new models. And one of the inspirations for a lot of the thinking that had been done in this area was some work done in the United States by a distinguished professor at the University of California. L'auteur dont parle ici M. Finlayson est Christopher Stone. Publié en 1972, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider était un texte visionnaire et parlait déjà de donner des droits aux non-humains. En finir avec l'idée selon laquelle la nature ne serait qu'un ensemble d'objets inertes utiles. Pour ce faire, il nous faut abandonner une part de notre attachement psychologique envers l'idée que nous serions des êtres spéciaux et à part dans l'univers. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est par trop naïf de tenir la représentation occidentale de l'environnement pour seul ou même pour principal responsable de notre crise écologique. Par contre, on peut certes affirmer sans extravagance que celle-ci a émoussé notre indignation et notre détermination à réagir. Notre capacité à introduire les réformes institutionnelles nécessaires et à freiner la croissance de la population dépendra donc en partie de ce que nous aurons su transformer radicalement la manière dont nous percevons notre place dans le reste de la nature. And he looked at the issue of whether or not natural resources could have a legal personality. And that provided a kind of hint as to the way forward, because in Anglo-American New Zealand law, the concept of legal personality is a very useful one. So, for example, you can have the company, you can have the charitable trust,
You can have an entity which is separate from the person. And so that's the kind of thinking that we started to develop, the idea of the legal personality being applied to a natural resource. À la fin de notre entretien, il me laisse un rapport de plus de 400 pages en anglais, réalisé par le tribunal de Waitangi, datant de 1999. Il a fallu près de 20 ans pour aboutir à la loi promulguée. Ce rapport passionnant me tiendra compagnie tout au long de la suite de mon voyage et m'éclairera sur bien des points. La ville de Wanganui est située à 3 heures de Wellington. Je m'y rends. Une petite ville typique de la Nouvelle-Zélande. Lorsque j'arrive en ville, le fleuve est en crue. Comment interpréter ce phénomène du point de vue des Maoris? Si le fleuve est une personne, est-il en colère? Souffrant? À son estuaire, un véritable spectacle m'attend. Le fleuve et la mer semblent s'affronter, chacun voulant déverser ses eaux dans l'autre. Parmi ces flux opposés, des troncs d'arbres morts sont les victimes impuissantes de ce combat homérique. Ils finissent par aller rejoindre leurs congénères sur la plage. Il est temps pour moi de partir à la rencontre du fleuve Wanganui. Je remonte les 236 km qui me séparent de sa source. Je découvre la région, me familiarise avec les noms des villes. Ranana, Pipiriki, Tamaranui. Arrivé à Pipiriki, la route qui longe la rivière prend fin. Je reprends la nationale pour arriver au mont Tongariro. Un volcan actif à la forme complexe, car il est composé de plusieurs cratères et d'une douzaine de cônes. Il est de plus difficile à observer car il est le plus souvent recouvert par les nuages. Mais ce manque de visibilité lui confère un atout. Des tonnes d'eau s'y déversent quotidiennement et forment un torrent qui dévale la montagne. Lorsque le relief s'aplatit, le torrent grossit et devient rivière. Sa course s'achève dans la ville de Wanganui, où elle finit par rejoindre la mer et devient donc fleuve. Je finis par redescendre le long du fleuve Wanganui, avec comme objectif de recueillir quelques témoignages sur son nouveau statut. Je m'approche de quelques maraïs, sans toutefois les filmer, car ce sont des lieux sacrés pour les Maoris et j'ai besoin d'autorisation pour le faire. Je cherche à interviewer des Atiuni. C'est le nom de la tribu vivant sur les berges, mais personne ne veut s'exprimer au nom de la communauté maori. Alors que je commence à douter de pouvoir obtenir l'opinion des Maoris sur le nouveau statut, quelques personnes, toutefois, acceptent de me parler, mais uniquement de leur lien personnel au fleuve. We regard the river like it is our blood. It is in our blood. It flows through us. It flows around us. It flows from the mountain to the sea like the blood in your body flows. And as long as there is a mountain there, our river will always be there, flowing. Constant beating of the heart, just like we have our blood flowing through our bodies. As long as our heart is beating, our blood will flow. And we believe this about our river. As long as our mountain is there, our river will always be there, flowing, a life force, like our blood. It is in our blood. It is in our culture. And that's why we respect it so much and we love it.
and all my tribe loves it. We are the real guardians. Le rapport du tribunal va me fournir plus d'informations. La gestion du fleuve par les Anglais a causé de nombreux problèmes. Les règles de navigation ont tout d'abord obligé les Maoris à retirer leur traditionnel nasse à anguille, base de leur alimentation. Puis des cailloux furent extraits par tonnes du fleuve pour les besoins de construction. Une déviation a également été créée dans le haut du fleuve pour maîtriser son débit, et cette baisse du débit a généré une baisse du nombre de poissons. De nouvelles espèces furent alors introduites qui chassèrent les espèces originelles. La pollution vint, produite par l'ensemble des activités humaines autour du fleuve. La touche finale étant la création d'un barrage hydraulique en 1962 pour alimenter une centrale électrique. Un projet gigantesque pour l'époque et qui mettra plus de 10 ans pour entrer en fonction. Cette centrale existe toujours, la Tongariro Power Scheme. Je cherche ces différents points d'alimentation. Il me faut quelques heures pour les repérer. Je trouve cette nouvelle déviation du fleuve Wanganui, c'est-à-dire l'endroit où l'eau est capturée, ainsi que toutes les espèces qui y vivent. De mémoire de ceux qui ont assisté à l'ouverture de cette déviation, l'eau était rouge, de la couleur du sang des poissons. Cette déviation rejoint d'autres, venant d'autres rivières avoisinantes. Pour finalement aboutir à la centrale que voici, le cœur de la contestation maori de la gestion du fleuve par les Britanniques. Deux fois par jour, le barrage rejette ses eaux dans la vallée. J'attends l'heure du déversement comme on attend l'heure de sa pièce de théâtre. En lieu et place des 3 coups, c'est une sirène stridente qui annonce le début de la représentation. Un véritable spectacle d'eau commence alors. Du lâcher du barrage à l'inondation de la vallée. Comment ne pas apprécier la beauté de cette scène? Cependant, dans les coulisses, ce sont bien des espèces entières qui sont détruites au nom de nos besoins toujours grandissants en énergie. Une biodiversité qui s'érode jour après jour. Un écocide dont le clou du spectacle, si l'on se contente de le regarder, sera une extinction de masse qui, hélas, a déjà commencé. De retour dans la ville de Wanganui, je décide de visiter le musée local. À ma grande surprise, il n'y a que peu d'informations sur l'histoire du fleuve et des Ationi. Mais j'ai avec moi mon compagnon de voyage, le rapport du tribunal de Waitangi. Et c'est dans ces pages que je trouverai les informations historiques que je cherche. Les Maoris ne sont pas restés bras croisés devant l'apparition de ces nombreux problèmes. Ils ont multiplié les procès, au total plus de 100 ans de lutte. Les décisions des tribunaux sont toutes en défaveur des Ationi. Cela ne les arrête pas pour autant. Les pétitions, les actes de résistance pacifique se multiplient. Il faut attendre les années 70 pour que leur voix soit entendue. Les protestations sur la confiscation de leurs terres se font de plus en plus audibles par l'ensemble de la population. Des Maoris arrivent au gouvernement
Et en 1975 est créé le tribunal de Waitangi pour vérifier le respect du traité de Waitangi. Tous les aspects sont dans ce rapport, non seulement les faits, mais aussi la position des Maoris, leur cosmologie, leur vision du monde. Je dévore les pages qui y sont consacrées. C'est la clé qui me manquait pour entrer dans la culture maori. Des principes essentiels, totalement étrangers à la culture occidentale, sont ici détaillés. Le premier d'entre eux est le mori. Toute chose possède un mori, une force de vie et une personnalité qui lui est propre. Et une rivière en est donc dotée. Et cette force vitale que nous partageons avec les animaux, les végétaux et les minéraux font de nous tous les membres de la même famille, la famille du vivant. De plus, si par exemple un arbre possède un mori, la forêt qui englobe cet arbre en possède un également. Chaque élément de la forêt possède un mori individuel, et la forêt dans son ensemble a un mori, sa propre force de vie. Il en va de même avec le fleuve Wanganui. L'eau du fleuve a un mori, mais aussi la montagne d'où il provient, les forêts qui le bordent, ainsi que les humains qui vivent sur ses berges. Et l'ensemble de cet écosystème a un mori, une force de vie où chacun des éléments qui le composent influe sur les autres. Le fleuve ne se résume donc pas au cours d'eau. Voilà pourquoi c'est le nom maori du fleuve qui a été retenu pour l'article de loi. Te Awa Tupua. Il est un tout, et l'impact du changement d'une partie de ce tout provoque des réactions en chaîne. Chaque force de vie, en tant qu'entité vivante, mérite le respect. Et si elle n'est pas respectée, elle perd de sa vitalité, de sa force. Donc tout changement ou altération faite à une autre force de vie doit faire l'objet de rituels, de demandes de permission auprès des dieux ou des ancêtres, en attestant la nécessité. Le fleuve Wanganui est sacré, tabou pour les Maoris. Il est une entité vivante. Il est considéré comme un parent, un ancêtre bienveillant à qui il faut plaire. Ces notions maoris sur le monde me semblent plus claires, même si la traduction du maori vers l'anglais, elle aussi, doit être imparfaite. Notre vision occidentale, beaucoup plus matérialiste, considère la nature comme une ressource inépuisable, sûrement pas comme un parent. Notre recherche permanente d'améliorer notre sécurité et notre confort nous mène désormais à notre perte. Mais maintenant que nous vivons dans des villes où la nature n'est plus que décorative, comment changer notre vision du monde? Comment se reconnecter à la nature? Plongé dans ces réflexions, je passe du temps à Wanganui. Je sympathise avec des locaux qui me font visiter la ville. Je me promène avec eux sur les bords de la mer de Tasman, et ce sont ces nouveaux amis qui vont m'apporter les contacts que je désirais tant. Je suis invité à participer à un voyage de 4 jours en canoë sur le fleuve avec des Maoris. Une occasion inespérée. Ils consentent également à être interviewés. J'accepte sans comprendre tout de suite de quoi ils retournent. On me parle de rejoindre un groupe d'adolescents australiens. Le côté touristique de la chose me perturbe un peu, mais mes doutes s'avèrent infondés. Les Australiens en question sont des étudiants d'une université spécialisée dans les cultures tribales, destinée à former des jeunes à des métiers environnementaux ou humanitaires. Ce trajet est géré par Ash, un jeune homme sur qui les espoirs de sa communauté résident.
C'est lui qui m'a permis de participer à ce voyage en me laissant exprimer ma quête au leader de sa tribu. So we set up an entity called Kitai, and Kitai works in education, providing what we hope to be transformative experiences for people that we encounter, for people that we engage with on a very genuine and authentic level, so that we're not hosting a tourist experience, but more hosting an experience that connects people to people and people to place. And that's what I believe is missing quite a bit in the world. Kitai is in existence because we believe we could play a crucial role in educating people to understand what it might mean for one, a human to be considered a river, and a river to be considered human, and two, what does that look like in the modern day world we live in? How do we instill continuously that sense of connect man to environment and environment to man? From the perspective of the world, humans without the natural environment wouldn't be able to survive, but the natural environment without humans most definitely would. So it's about time that we proactively find ways to play our part in the universe, play our part in the environment, and rather than be bigger and better than the environment, recognize that actually I am the environment and the environment is me. Le reste de l'équipe de Kitai est formé par les proches de H, les proches du fleuve. La sécurité du trajet est assurée par Oncle George, un personnage inoubliable qui, en plus d'assurer sa mission, va s'occuper de moi pendant ces 4 jours. Why do I keep continually coming back? Over many, many years now, a lot of people ask me this. And when you get to know the mood of the water, the movement of it, and whether it's moving faster or slower, whether it's a little bit higher, whether it's dropping, the water level is dropping. As it does drop, it reveals another element that you might have floated over just a week ago, 2 weeks ago, and didn't see. So I come back because every time I come back, the face of the river that is revealed to me is different. And then after a winter or a big flood in the summer or the autumn or the spring, certain logs that you might have looked at for years will be gone. Others will be protruding out of the surface of the water and just looking at you. And that's interesting, to be able to look at the dynamics of the water volume and the changing face of the river itself. That's more exciting to me and more fulfilling to me than going to Disneyland. Pendant que je suis sur son canoë, Oncle George me parle. Il me raconte que des scientifiques sont venus faire des tests pour évaluer le niveau de pollution du fleuve. Ils ont promis que l'on pourrait un jour nager dedans sans risque. Ce à quoi Oncle George a répondu. Un poisson peut-il respirer dans ce fleuve? Une anguille peut-elle s'y reproduire? La réponse des scientifiques fut bien entendu négative. Il va falloir quelques ajustements sur la vision de bien-être d'un fleuve entre les Maoris et les scientifiques. Le nouveau statut va-t-il permettre que les conceptions maoris et occidentales se rejoignent? The new legal status, to me personally, creates a lot of different emotions. One, there's a sigh of relief that it's taken 140 years, the longest running legal case in this country's history, legal history, and it's been resolved in our time. So that's a sense of relief.
There's a degree of consternation, though, in my voice because I wonder and I hope we've got it right. Only time will tell and reveal how much might have been compromised. To make a deal with anybody between two parties, they both have to be able to move their positions, and just who moved the most, we don't really know, because I don't know the legal background and arguments that have taken place over the last 140 years. So that's a little consternation. The ideal of this new status is commendable. But how do we take an inanimate thing, like in a lot of people's minds, like a river, and give it the legal status of personhood? Personhood, I haven't got a better word for personhood, the legal status of a person. But I do wonder if that, because somewhere there was an ideal, a dream of the river being part of us and we are part of the river, and we had to find, and there were legislators over here within government saying no, 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 and then they slowly started turning, and the two parties came together and they found that a legal approximation within their differences could have been this word personhood, because we all perceive the rights of a living person. I do hope that the personhood status can actually work. Ai o ki te rangi, ai o ki te rangi, ko te kawa ora. Ces 4 journées passent vite. Sur le fleuve, tout le monde prend plaisir à pagayer, à être ensemble. Une alternance de moments joyeux et éducatifs, car tout au long du parcours, l'équipe partage sa culture avec les étudiants. Our necks will stand on edge because we are going to enjoy ourselves today. We're going to look deeply into that water and say, I belong here. Pitawaka! Pitawaka! Tawaka! Tawaka! Ramatakat! Aitawaka! Chaque soir, le groupe s'arrête pour passer la nuit dans les marailles des berges du fleuve. Les mêmes marailles que j'essayais vainement d'approcher quelque temps auparavant. Avant de pouvoir séjourner dans ce lieu hautement spirituel où les ancêtres sont incarnés, une cérémonie doit être effectuée. Le but est d'introduire les nouveaux venus aux ancêtres. C'est Jeff qui est le responsable de ce marail. Il est l'oncle de H. L'interview que je vais faire de Jeff va me confirmer que ce voyage en canoë est bien plus qu'un simple séjour touristique. Il fait partie d'une stratégie utilisée par les Maoris pour reconnecter les leurs à leurs racines. Every year for the last 30 years, our people gather up to 100, 120, and they paddle the Wanganui River from Taumaranui all the way down to Putiki.
It's an opportunity for those who do not know about their connection to Wanganui to listen to tribal stories. I was fortunate enough to be on the very first tera 30 years ago. And at that time, our leadership, our elders, our kaumātua, there was a group amongst our leaders who petitioned the elders and said, we need to teach our next generation about what the river means to us. And so they came up with this idea in terms of paddling for 15 to 16 days as a tribe. What did that do? It allowed us to sit with our elders of that era and to listen to the stories, to listen to the likes of Hikaya, who fought, one of our elders who fought for at least half a century regarding the injustices of the river being diverted, the river being exploited. We actually paddled to places where our people lived. Stories were told. What it did, it created connection. It created a connection for those who did not know themselves very well as belonging to Wanganui. But when the people eventually, after 16 days, arrived here at the end of the journey, there was massive personal transformation. I've seen over the last 30 years a new wave of leadership come through. You were with one of them, Ashley. You know, that's our succession planning. And it wasn't that they had to go to university to get those skills, which is fine. They firstly needed to have an understanding and a love for the river. Because if they've had the love and connection for the river, everything else would just add to the passion and to sharing the stories. So over 30 years, we have built up our capability and our capacity where it's now become a rite of passage for our younger ones to participate in the tera. La réponse des Maoris au problème de déconnexion avec la nature est simple. Passer du temps dans la nature. Pour connecter les personnes au fleuve, il suffit de leur faire passer du temps avec lui. Je me sens vraiment en immersion dans le monde des Maoris, dans leur vision du monde, et les étudiants aussi. À chaque étape, ils sont invités à parler devant l'ensemble du groupe pour partager leurs sentiments. Le simple fait de devoir se présenter selon la coutume maori, non seulement en donnant son identité, mais également le nom de la terre, cours d'eau d'où ils sont issus, ébranle nombre d'entre eux. Certains fondent en larmes tellement ils se sentent déconnectés, sans racines. Je ne filmerai pas ces moments, car ils sont trop intimes pour ces jeunes gens, mais aussi pour moi-même, qui suis invité à participer à ces réunions, bien que j'essaye de m'en tenir à ma position d'observateur. Les Maoris pensent que la terre n'appartient pas aux hommes, mais que les hommes appartiennent à la terre. Un homme a-t-il besoin de racines? Si oui, où sont les miennes? Et pour tous les déracinés, est-il possible de se créer de nouvelles racines? Je profite de mes derniers jours à Wanganui pour passer du temps avec mon nouvel ami. Mais un dernier rendez-vous m'attend. Le hasard a fait qu'une spécialiste française en droit de la nature, Valérie Cabanès, se trouve également ici pour travailler sur ce nouveau statut. Une occasion de voir comment s'inspirer de ce qu'ont réalisé les Maoris. Le fait de donner des droits à des écosystèmes est je dirais, est en pleine expérimentation. Donc, selon les pays, on ne va pas définir la manière de défendre ces droits en justice de la même manière.
Et donc il est intéressant de comprendre que ce qui est défendu par exemple par le mouvement Earth Law, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit de la Terre, la jurisprudence de la Terre, c'est le fait de reconnaître aux écosystèmes, de reconnaître à la nature son droit inaliénable à exister. Au même titre que l'on va reconnaître le droit à la vie aux humains, qui ne puisse pas être remis en question ni par le comportement de la nature, ni par les gouvernements en place, quelles que soient les tendances politiques du moment. Les droits de la nature donc, sont reconnus, on le voit beaucoup en Amérique du Sud, ça commence en Amérique du Nord, en Océanie, en Inde, mais ça a du mal à émerger effectivement dans les pays occidentaux les plus riches, en particulier européens. Parce que ça perturbe en fait les fondamentaux culturels sur lesquels le droit s'appuie, la politique s'appuie, et je dirais même la philosophie. C'est-à-dire que cela perturbe l'idée de l'homme qui domine le monde, que l'on retrouve dans la tradition judéo-chrétienne. Ça perturbe l'idée de progrès et d'homme technologique qui a émergé pendant le siècle des Lumières. Mais, une fois de plus, la crise écologique nous oblige à repenser ces fondamentaux, à repenser notre place. Et moi-même, j'ai participé donc, à la rédaction de l'article 1 de la Constitution pour y intégrer la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques. Et ce que je souhaitais, c'est qu'on y intègre la notion de limite planétaire qui permettait justement de cadrer l'activité industrielle et de poser finalement dans le droit fondamental de notre pays le fait que les droits de la nature doivent préexister et garantir les droits humains et que le droit économique ne peut que s'assujettir à ces deux nouveaux niveaux de droit, c'est-à-dire finalement renverser l'échelle de normes dans lesquelles nous sommes, même si elle n'est pas dite, qui est que c'est le droit économique aujourd'hui qui prime sur tous les autres droits, même les droits humains. Donc, il y a une volonté de la part de certains politiques de faire bouger ce sujet-là. Et puis de l'autre côté, en ce qui concerne le fait de pouvoir, et je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver, par voie jurisprudence, c'est-à-dire d'aller solliciter le courage des juges, comme ça a été fait en Inde, comme ça a été fait en Colombie, pour que ce soit eux qui finalement attribuent la personnalité juridique à un premier écosystème en France. Si on arrivait à ça, alors on ferait bouger les lignes. Mon voyage se termine, avec des interrogations, mais aussi de l'espoir. La loi peut-elle vraiment nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons ? Avons-nous le temps de nous changer nous-mêmes, de changer notre rapport au monde avant que les problèmes environnementaux ne nous l'imposent ? Il nous faut sûrement trouver notre propre façon de revoir notre lien au vivant. Et peut-être s'inspirer des peuples autochtones peut-il nous aider à avancer. Il paraît que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. De mon côté, c'est dans des fermes que je cherche ma connexion à la nature, en travaillant la terre, avec de nouvelles rencontres. En Nouvelle-Zélande d'abord, puis en Normandie. Je n'aurais jamais cru y prendre plaisir. Je n'aurais jamais cru espérer la pluie avec impatience. J'observe la faune et la flore d'un œil nouveau. Je ne sais pas pourquoi, mais la dernière phrase du livre de Voltaire, Candide, m'est revenue en mémoire, quand celui-ci rentre chez lui après avoir fait le tour du monde. Il faut cultiver notre jardin.